Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session, donc, qui est une session qui va être autour du risque hémorragique en partenariat avec le GACI. Donc j'ai le plaisir de modérer cette session avec Jacques Monségu. On va faire une session qui se veut être pratique, qui va être un cas clinique du début à la fin, avec des discussions pratiques sur le traitement antiplaquettaire, comment on doit faire si on doit revasculariser un patient avant une chirurgie, est-ce qu'on doit le revasculariser ou pas. Évidemment, comme les sessions précédentes, vous n'hésitez surtout pas à poser des questions. Il y aura en fait des temps de discussion dédiés. On va enchaîner 2 présentations, puis il y aura un temps de discussion assez long, soit via l'application, soit directement prendre les micros dans la salle. Encore une fois, ça se veut pratique et interactif, donc n'hésitez surtout pas. Et pour commencer cette session, on va d'abord inviter Eric Van Bell qui va nous faire une sorte de petit mot du GACI en quelques minutes sur les grandes actualités et les perspectives à venir. Merci Eric. Merci beaucoup pour l'invitation, et enfin pour la session. Voilà. Merci beaucoup d'avoir affiché mes diapositives. Je vais refaire un petit point effectivement de l'actualité du GACI ou l'actualité de la cardiologie interventionnelle vue par le GACI. Donc je vous rappelle en fait notre bureau. On en reparlera à la fin puisque on va organiser les élections pour le renouvellement du bureau et on vous donnera tous les détails en fin de diapositive. On va discuter un peu de l'actualité de ces derniers mois autour du sujet du remboursement de différents dispositifs qui concernent la cardiologie interventionnelle. En débutant, j'ai essayé d'avoir une approche un peu chronologique en termes d'information. Donc, il y a un certain nombre de dossiers qui sont déposés sur les valves, que ce soit sur la valve MyVal, qui est un nouvel acteur du TAVI, et sur la valve EVOQUE concernant la valve tricuspide. Mais vous avez vu passer, vous savez probablement que donc l'avis de l'HAS a été est publié concernant le triclip et voilà cet avis qui est avec un niveau de recommandation, on en reparlera, qui est plutôt positif avec un niveau 3 et avec un nombre de patients qui est pressenti, qui est relativement élevé. Donc la situation, on va dire, est bien sûr favorable pour obtenir un remboursement. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire, puisque derrière, il va y avoir une discussion qui probablement sera féroce sur en fait les volumes et le prix. Et donc ça, c'est la situation. Donc probablement que dans les 6 prochains mois, on devrait avoir arrivé le dispositif. En parallèle, il y a également le remboursement la création de l'acte. Point important dans les codiciles de cet acte, du remboursement, la réactivation, puisqu'il est demandé que les patients soient inclus dans un registre. Alors vous savez pas, mais en théorie, il y a un registre déjà qui existe pour le MitraClip, qui est le Mitragister, mais qui est pas très opérationnel. Mais en tout cas, la demande est faite que les patients soient par ailleurs inclus dans un registre. Vous avez aussi appris, c'est arrivé pendant l'été, il y avait eu l'avis de l'HAS en janvier concernant l'Impella, qui est remboursé dans une indication très particulière, qui est celle de l'infarctus du myocarde avec choc cardiogénique, avec une prise en charge immédiate en salle, donc qui change beaucoup de choses, on pourra en reparler, mais qui va être amené à être rediscuté en termes de parcours de soins, puisque ça change quand même beaucoup la donne. Alors, vous avez également entendu parler du dossier d'imagerie endocoronaire avec différents dispositifs qui sont concernés suite aux recommandations de l'ESC qui datent maintenant d'il y a 1 an, qui mettaient en avant l'IVUS et l'OCT, et avec à la fois des demandes de remboursement et de demandes de création d'actes. Et les informations, le retour de l'HAS a été obtenu assez récemment, puisqu'il date de 48 heures, il date de mardi, avec des informations assez précises qui m'ont été fournies par la société Abbott. Donc effectivement, pour l'OCT, un niveau d'ASA également élevé. On aurait pu espérer quelque chose d'un peu plus élevé également, puisque les données sont assez solides, avec un niveau d'ASA 3, et également la discussion de la création de l'acte. Donc normalement, encore une fois, dans le courant mi-2026, on pourrait espérer un remboursement pour l'OCT.
Alors, la situation de l'IVUS est probablement proche, mais les industriels ne sont pas revenus vers nous pour nous donner les informations. Donc, on peut supposer que c'est très proche, sachant qu'il y a une différence pour l'IVUS, c'est que l'acte existe déjà, donc on peut se greffer sur l'acte existant. Alors, concernant ces dispositifs, il y a un point important qui va être l'importance de l'éducation, hein, notamment concernant la prise en charge du STEMI et du choc cardiogénique, avec la problématique de la formation technique. Hein, les outils de type Impella sont très peu disponibles jusqu'à maintenant, étaient très peu utilisés, notamment par les cardiologues interventionnels. Ceux qui avaient l'expertise, c'était les réanimateurs et les intensivistes, mais relativement peu les cardiologues interventionnels, avec peu de volume d'utilisation. Une réflexion sur le parcours des soins, puisqu'on a un système avec 200 centres répartis sur l'ensemble du territoire, avec des nombres de chocs cardiogéniques qui vont aller, pour les petits centres, ça va être 1 ou 2 par an, et pour les très gros centres, on va dire que ça va être 7 ou 8 par an. Donc on va être sur des volumes qui, dans tous les cas, sont relativement faibles. Il va falloir intégrer cette pratique. L'autre sujet, l'imagerie coronaire. C'est très bien qu'un remboursement se précise. Mais il y a quand même quelques éléments à garder en tête, c'est que la France, la situation du remboursement n'est pas forcément meilleure et n'était pas forcément plus importante dans les autres pays, et la France est très en retard, hein, puisque vous voyez que le taux d'utilisation en France par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Italie, par rapport à toute l'Europe est extrêmement faible. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir un impact du remboursement, mais vous imaginez même que si le remboursement double ou triple l'utilisation, on restera très loin des standards européens, et donc il y a quand même un sujet. Et donc de ce point de vue-là, le GACI aussi, en général, dans ce type d'initiative, maintenant depuis 2 ans, crée des webinaires, met en place des webinaires, et on va continuer pour accompagner en fait le lancement de ces dispositifs, pour en fait éduquer et permettre l'implémentation de ces systèmes dans nos prises en charge. Autre sujet qui est arrivé, encore une fois, qui est tout récent, puisque c'est arrivé le 1er août, qui est le sujet du, entre guillemets, déremboursement des stents et des ballons actifs, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, il faut comprendre que l'intégration d'un dispositif médical dans le GHM, et l'histoire naturelle d'un dispositif médical. Un dispositif médical, il commence sa carrière dans la liste, ce qu'on appelle la liste en sus et la liste LPP, et ensuite, au cours de l'évolution, il est naturel qu'il soit réintégré dans le GHM. Bien sûr, la question est de savoir de quelle manière il va être réintégré dans le GHM. Là, pour l'instant, la proposition qui a été mise sur la table, elle est bien sûr d'ordre économique, avec l'idée de réintégrer les stents dans le GHM, mais sans évidence de volonté de rediscuter la valorisation des GHM pour intégrer le coût de ces dispositifs. Le GACIP a fait partie des discussions et a envoyé un courrier aux différents ministres en charge pour expliquer l'importance de la réflexion pour la prise en charge des patients. Il n'y a pas d'opposition du GACI par rapport à la problématique de réintégrer ces dispositifs dans le GHM, mais la discussion doit par contre se faire en amont, et non pas une discussion à l'envers en disant on les réintègre et après on réfléchit sur l'éventuel tarif du GHM. Il faut savoir que le dossier, pour l'instant, bien sûr, est en suspens du fait de la vacance de ministre, mais va être remis sur la table avec a priori une DGOS qui n'a pas changé de position, qui est sur l'idée de réintégrer. Je me permets d'insister qu'il est extrêmement important pour que le GACI puisse jouer son rôle de facilitateur et être dans l'interaction avec les différents acteurs, que l'industrie informe le plus directement possible et le plus rapidement possible le GACI. Et depuis 2 ans que je suis président, il faut savoir qu'en pratique, c'est assez difficile, c'est très rarement spontané de la part des industriels. Et donc là, je remercie certains industriels qui m'ont, sans que je les sollicite, confié les informations que je vous ai présentées, mais d'autres industriels ne se sont pas manifestés. Je pense que c'est dommage.
Alors, le dernier point, le renouvellement du comité de direction. Donc, vous avez dû recevoir un mail du GACI. Si vous n'avez pas reçu de mail, c'est que soit vous n'êtes pas membre de la SFC, soit vous n'êtes pas membre du GACI, soit vous n'avez pas payé vos cotisations. Donc, ce mail, vous l'avez reçu mardi. Et donc, on va faire d'abord un appel à candidature. Je vous rappelle que dans le bureau, il y a 3 membres du secteur privé, 3 membres du secteur public, dont un universitaire et un membre du CNCH. Donc, l'appel à candidature court jusqu'au 13 octobre et le vote aura lieu du 24 octobre au 10 novembre. Et je vous ai donné les conditions pour être membre. Il y aura une nouveauté, il y aura une deuxième élection qui va avoir lieu pour la première fois. Il faut savoir qu'il y a 3 jeunes qui participent au bureau du GACI et pour la première fois, on va élire ces 3 jeunes qui sont membres à titre consultatif. Il y aura parmi ces 3 jeunes qui auront moins de 35 ans, au moins une femme et au moins un docteur junior et le processus d'élection va être également le même. Ah, je vois que je suis arrivé à la dernière diapositive et je vous remercie. Donc je vous invite à surveiller vos mails, revérifier si vous avez bien reçu l'appel à candidature. Si ce n'est pas le cas, de vous manifester, parce que si vous n'avez pas reçu l'appel à candidature, vous ne pourrez pas non plus voter, ce qui serait dommage. Je vous remercie pour votre attention. Pour après. Okay, merci beaucoup Eric pour ces informations, en particulier sur le suivi pour les différents remboursements et tout ce qui va venir derrière. Donc c'est vraiment essentiel de le savoir. Merci. On va pouvoir donc continuer notre session du coup autour du risque hémorragique. On va demander à Jacques Monségut de nous présenter le cas qui va nous animer pendant toute la session. Merci Benoît. Donc ça va être effectivement notre cas fil rouge que les membres du panel ont eu pour pouvoir en discuter. Je prends la zapette. Alors, il s'agit d'un homme de 82 ans, hypertendu, tabagique repentique et hypercholestérolémique. Il a une fibrillation auriculaire permanente. Il est donc sous AOD, il est sous Eliquis. Et il est connu pour être porteur d'un anévrisme de l'aorte abdominale qui jusqu'à maintenant a été stable. Et puis, lors de son suivi, on met en évidence effectivement une majoration de cet anévrisme qui est passé à 53 mm assez rapidement. Et cet anévrisme englobe l'ostium des 2 rénales. Il est asymptomatique sur le plan cardiovasculaire, il n'y a pas d'angor, il est un peu dyspnéique, mais bon, c'est un monsieur de 82 ans. Et l'examen clinique retrouve cet abdomen qui est souple, avec quand même une petite masse pulsatile que l'on sent bien. La FA montre une fibrillation auriculaire, des ondes T qui sont un petit peu plates en inférieur. Et puis, l'avis chirurgical est donné, et notre chirurgien retient une indication chirurgicale à champ ouvert de cette cure de l'anévrisme avec une réimplantation des 2 rénales. Il n'a pas été envisagé un geste interventionnel percutané. Donc, il est vu en consultation d'anesthésie et les anesthésistes décident de proposer une coronarographie diagnostique avant d'envisager d'opérer ce patient. Donc, voici les lésions. Il y a un réseau gauche qui est globalement athéromateux. Et puis, on a cette lésion de la coronaire droite au segment 1. Et puis, cette lésion aussi au segment 2 avec une lésion qui est très excentrée, qui fait peut-être plaque rompue à un certain moment donné. Et je vous rappelle quand même que le patient est asymptomatique. Voilà, donc notre fil rouge est posé. Et maintenant, on va discuter de la stratégie. Faut-il ou pas revasculariser ce patient? Sous quelles conditions? Fallait-il lui faire la coronarographie? Et pour ça, on a demandé tout d'abord à Bernard Chollet, qui est un anesthésiste réanimateur de la Pitié, de l'HEGP, de nous donner son avis. Et puis après, on écoutera un cardiologue interventionnel qui nous donnera lui aussi son avis. Merci beaucoup Jacques, merci aux organisateurs d'avoir fait venir un anesthésiste pour discuter de cette situation qui nous met fréquemment autour d'une table pour discuter des patients. Je vais devoir prendre le contre-pied de mes collègues, donc je suis un petit peu gêné, mais moi je vais donc vous exposer ce que je dois faire en tant qu'anesthésiste qui reçoit ce patient. Et donc je le vois en consultation, j'ai 20 minutes pour l'interroger, l'examiner, évaluer le risque lié à son terrain, le risque lié à son intervention, l'informer de ces risques et décider
avec lui d'une stratégie pour le minimiser. Alors déjà, quand je vois sur ma liste qu'il vient pour une cure d'anévrisme de l'aorte abdominale, englobant les rénales, je sais déjà que j'ai affaire à un patient qui va avoir une intervention à très haut risque. Nul n'est besoin de vous en convaincre. Cette étude récente publiée dans le journal Vascular Surgery, c'est une étude observationnelle, multicentrique entre la Suisse et le Brésil, plus de 2200 patients de chirurgie vasculaire, 18,7% ont présenté une ischémie périopératoire myocardique et 89% étaient asymptomatiques, juste une élévation de la troponine. Le fait d'avoir cette élévation de troponine ou cette ischémie périopératoire a fait globalement basculer le pronostic, puisque le groupe ischémique avait une mortalité à J30 de 18,2%, alors que le groupe non ischémique avait une mortalité de 2,4%. À 1 an, la mortalité du groupe ischémique, c'est 29% et 8% pour le groupe non ischémique. Alors, à l'évidence, il s'agit d'une chirurgie à très haut risque. Je rappelle que pour nous, les anesthésistes, on parle de chirurgie à haut risque quand la mortalité dans les 30 jours post-op est supérieure à 3%. On parle de chirurgie à faible risque quand elle est inférieure à 1%. Le terrain. J'ai un homme de 82 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Il a tout, le tabac, l'HTA, la dyslipidémie, l'ACFA. La probabilité que ce gars-là soit coronarien, elle est proche de 100%. Mais cependant, son interrogatoire m'apporte 2 informations essentielles. On nous a dit qu'il était capable de faire des efforts. Alors, on n'a pas précisé le degré d'effort et nous, les anesthésistes, on aime bien quantifier. On utilise des équivalents métaboliques. Est-ce qu'il est capable de monter 2 étages sans avoir de dyspnée, sans avoir d'angor? Ce test-là, cette notion-là est essentielle parce que c'est l'information la plus pertinente pour nous dire, sans autre examen complémentaire, que le patient a la réserve physiologique qui fera qu'il a de très grandes chances de supporter, de faire face à l'épreuve d'effort que va représenter son intervention chirurgicale. Donc ce patient, il est modérément dyspnéique à l'effort, on va supposer qu'il monte 2 étages, il n'a pas d'angor, il est donc asymptomatique. Je ne connais pas son traitement habituel, mais vu qu'il est suivi par un cardiologue diplômé d'État, il doit avoir le package de longévité habituel avec sa statine, son aspirine, probablement un bêta-bloqueur ou un IEC. Alors, est-ce que j'ai besoin d'investigations complémentaires? Alors, comme je dis toujours à mes internes, une exploration complémentaire n'est justifiée que si son résultat entraîne une modification de la prise en charge. Et donc, est-ce que je dois faire un test dynamique à la recherche d'une ischémie coronarienne, voire directement une coronarographie chez ce patient à haut risque? Déjà, il faudrait que, si je recherche cette atteinte coronarienne, ça n'a de sens que si la revascularisation préopératoire change le pronostic. Or, qu'est-ce qu'on a comme données? On n'a pas grand-chose en fait. Dans ce contexte de chirurgie vasculaire, je crois que les données les plus solides, c'est celles de l'étude CARP, qui remonte à il y a 20 ans, où on a enrôlé un peu plus de 460 patients de chirurgie vasculaire lourde, c'est-à-dire chirurgie aortique, 1/3 d'anévrisme de l'aorte abdominale, et puis le reste, c'était des PABIF et des chirurgies des artères iliaques. Et vous voyez que le résultat... Alors, on a exclu de cette série les patients qui avaient des troncs communs. Tout le monde avait une coronarographie, tout le monde avait des sténoses coronaires. On a exclu les troncs communs, on a enlevé ceux qui avaient moins de 20% de fraction d'éjection, on a enlevé les sténoses aortiques serrées. Et donc, ceux qui avaient des atteintes coronaires, on les a randomisés, revascularisation ou pas de revascularisation avant le geste de chirurgie vasculaire. Et le résultat, vous l'avez sous les yeux, c'est qu'à aucun moment, on a de différence dans la survie des patients, qu'on ait revascularisé ou pas avant la chirurgie. Et le suivi de cette étude qui va jusqu'à 6 ans vous montre que c'est quand même très robuste et que ça se maintient très loin, cette absence de différence. Alors, il y a eu très peu d'autres études randomisées prospectives sur les patients de chirurgie vasculaire concernant l'intérêt de la revascularisation pré-op. Il y a eu l'étude de Monaco, publiée dans le JACC en 2009, l'étude d'Illuminati, publiée dans l'European Journal of Vascular Endovascular Surgery, qui c'était des chirurgies carotidiennes, alors que Monaco, c'était aussi de la chirurgie aortique.
En 2024, il y a des auteurs qui ont méta-analysé toutes les données dont on disposait, c'est-à-dire 3 études, et le message en langage commun, vous savez, comme toujours dans les rapports Cochrane, c'était que, comparé au traitement médical seul, la revascularisation prophylactique préopératoire n'avait que peu ou pas d'intérêt pour changer la mortalité à long terme. Alors, il y a eu d'autres travaux en dehors du contexte périopératoire, l'étude Courage, l'étude Ischemia, et puis cette autre étude. Toutes ces études n'étaient pas en faveur de la revascularisation préopératoire. Que nous disent les recos, les européennes, les américaines? Eh bien, les Européens, eux, font attention aux risques liés à la chirurgie et disent que si la chirurgie est un risque intermédiaire, il ne faut surtout pas revasculariser. En cas de chirurgie à risque élevé, comme c'est notre cas ici, peut-être surtout s'il y a un tronc commun, là, ils ne sont pas trop sûrs, mais le niveau de recommandation, c'est 2B. On n'est vraiment pas sûr de grand-chose. Et aux États-Unis, il ne faut surtout pas revasculariser si ce n'est pas un tronc commun. Et pour le cas du tronc commun, peut-être qu'il faut le faire. Alors en pratique, qu'est-ce que je fais? Moi, devant un patient asymptomatique, mais à haut risque d'atteinte coronaire et devant subir une chirurgie à risque élevé comme ce patient-là, d'abord, j'informe loyalement, comme c'est dit dans les textes légaux, le patient de son risque de complications cardiovasculaires et de décès. Et je le trace. Et si je peux, j'informe la famille en même temps. Je lui explique que sa meilleure protection, c'est son traitement médical, sa statine, son aspirine, son bêta-bloqueur, et que je vais poursuivre jusqu'au matin de l'intervention. Et je vais prévoir une stratégie de monitorage optimale en péropératoire pour assurer la meilleure perfusion tissulaire possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une pression artérielle en continu avec une artère invasive. Ça veut dire une mesure du volume d'éjection systolique pour pouvoir titrer les apports liquidiens le mieux possible. Et ça veut dire, bien sûr, aussi mesurer l'hématocrite. Donc, en conclusion, dans ce cas particulier de patients asymptomatiques à l'effort, pas d'exploration coronaire, car pas de bénéfice à prouver à une revascularisation prophylactique. Si j'avais eu un patient incapable de faire des efforts, là, ça aurait été plus difficile et j'aurais provoqué une réunion avec les cardiologues, avec le chirurgien et avec le patient lui-même pour qu'on décide tous ensemble de la balance bénéfice-risque. Rappelez-vous que avoir un décès post-opératoire de chirurgie vasculaire, c'est un aléa qui est toujours possible. Ça arrivera toujours. En revanche, un décès pour une revascularisation injustifiée, c'est une faute. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Merci beaucoup. Du coup, on a dit qu'on prendrait les questions après. On va laisser la main à Fabien Picard qui travaille à l'hôpital Cochin pour nous dire qu'il n'est pas du tout d'accord et que si on doit revasculariser le patient, comment on doit le faire? Merci beaucoup, merci au comité d'organisation. Alors merci Bernard pour cette présentation. Moi, je vais plutôt vous parler de si je dois le revasculariser. Parce que on l'a vu dans les recommandations de l'ESC, en cas de chirurgie à haut risque cardiovasculaire, eh bien on nous demande d'évaluer la capacité fonctionnelle, de faire un examen clinique, un électrocardiogramme et des biomarqueurs. Et en fonction de si le patient a des symptômes, un ECG anormal ou une mauvaise tolérance à l'exercice ou des biomarqueurs élevés, eh bien dans ces cas-là, il va falloir discuter et avoir une discussion pluridisciplinaire avec le cardiologue, le chirurgien et l'anesthésiste sur la nécessité de revascularisation ou non, et ceci en fonction du timing de la chirurgie. On l'a vu, ce patient, il avait des ondes T plates en inférieur, il avait une dyspnée qui est modérée, et à ce moment-là, malheureusement, certains anesthésistes vont nous dire « mais tu vois, il est très symptomatique et en plus, il a des modifications électriques, donc il faut le revasculariser ». Probablement, on l'a vu que ça n'apporte pas ou peu de bénéfices, mais si jamais on doit le revasculariser, je vais vous montrer quelles sont les pratiques qui permettent de diminuer ce qu'on appelle le risque à la fois de thrombose de stent et le risque de saignement. On a une balance qui est assez étroite entre la thrombose et l'hémorragie, puisque lorsqu'on a une thrombose de stent, on sait que parfois ça peut aboutir à une intensification du traitement antithrombotique et donc une augmentation du risque hémorragique. Et inversement, lorsqu'on va avoir un saignement, on va avoir tendance à interrompre le traitement antithrombotique et augmenter le risque de thrombose de stent, tout cela aboutissant à une augmentation du risque cardiovasculaire et à une augmentation de la mortalité. Alors, le plus important, c'est probablement de discuter du timing de la chirurgie.
Pourquoi? Parce qu'on le sait, après une revascularisation, et notamment après une angioplastie avec l'implantation d'un stent, on va avoir le risque de thrombose de stent qui est le plus important dans les 30 premiers jours. Dans cette étude de près de 5000 patients, on avait 75% des patients qui ont présenté une thrombose de stent qui l'ont eu dans les 30 premiers jours. Donc si on doit faire une revascularisation, eh bien c'est important d'essayer de différer la procédure chirurgicale d'au moins 30 jours pour limiter ce risque de thrombose. Même résultat dans cette étude de près de 6000 patients, on retrouve le même nombre de 75% des thromboses de stent qui arrivent dans le premier mois. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que dans la maladie coronaire stable, après 30 mois, on arrive à une phase de plateau avec des événements qui sont plutôt assez faibles au cours du temps. Si jamais je dois le revasculariser, je vais essayer au maximum de limiter mon risque de thrombose de stent. Le risque de thrombose de stent, il est lié non seulement au patient et à la bithérapie, mais également à la procédure. Si jamais on a des petits vaisseaux, si on a des lésions de bifurcation ou des longues lésions, on est à risque accru de thrombose de stent. Ça va dépendre du type de stent qu'on utilise et on le verra, on peut utiliser l'imagerie endocoronaire pour essayer de limiter ce risque. Dans la même étude que tout à l'heure, on le voit, plus on va stenter long, avec des stents de plus de 20 mm, plus on va augmenter drastiquement notre risque de thrombose de stent. Pareil, si on stente des vaisseaux de petit calibre, de moins de 3 mm, on augmente de manière importante le risque de thrombose de stent. Donc il faut essayer de stenter simple, éviter les stentings longs, éviter les lésions de bifurcation avec des montages complexes, avec une charge métallique importante, éviter de stenter les artères de petit calibre et enfin éviter l'overlap des stents. Ça va être important d'utiliser des stents qui ont été évalués avec une DAPT courte. On a maintenant de nombreuses études qui ont évalué la durée de bithérapie antiplaquettaire chez les patients à haut risque hémorragique. Et on le voit, chez ces patients-là, le fait d'avoir une bithérapie d'1 mois, ça va pouvoir permettre de réduire le risque hémorragique et notamment de diminuer le risque de saignement majeur. Mais on le voit, ça permet également de diminuer les événements cardiovasculaires graves puisque l'on avait un bénéfice à une bithérapie courte sur les événements cardiovasculaires, probablement en rapport avec cette balance thrombose-hémorragie. On le voit, on n'avait pas de différence en termes de thrombose de stent, même si cette étude n'était pas designée pour évaluer le risque thrombotique, mais on avait quand même près de 30 000 patients dans cette étude. Il faut évidemment essayer d'optimiser la procédure par imagerie endocoronaire. Dans cette méta-analyse qui avait évalué l'OCT ou l'AEVUS par rapport à une angioplastie guidée par angiographie simple, eh bien on le voit, utiliser l'imagerie endocoronaire permet de réduire de moitié le risque de thrombose de stent et de 20% le risque d'infarctus du vaisseau cible. Alors, l'imagerie endocoronaire va permettre d'évaluer la lésion, évaluer la composition de la plaque, les caractéristiques de la plaque pour pouvoir préparer au mieux sa lésion. Ça va permettre de bien définir les landing zones. On le sait, si on finit dans une plaque, on augmente le risque de thrombose de stent. Et enfin, ça va permettre de choisir de manière optimale à la fois la longueur et le diamètre de notre stent. Ça va permettre de bien préparer la lésion et d'évaluer après la préparation de la lésion si le stent ne va pas être à risque de sous-expansion. Et enfin, une fois qu'on a implanté le stent, ça va permettre d'optimiser l'expansion du stent pour éviter les sous-expansions ou la malapposition qui sont tous les deux associés à un surrisque de thrombose de stent. Enfin, ça va permettre d'identifier si on a des dissections de bord, si on a des hématomes et de voir si on n'a pas un manquement géographique et si on n'a pas besoin de remettre un autre stent. On peut également utiliser une stratégie sans stent pour minimiser le risque de thrombose aiguë. Si on n'a pas de stent, on n'aura pas de risque de thrombose de stent. Et dans les études qui avaient évalué le ballon actif versus le stent dans les lésions de novo, on le voit, si jamais on a une prédilatation sans dissection extensive, sans sténose résiduelle de plus de 30%, eh bien, dans le premier mois, on n'a pas de risque d'occlusion aiguë de vaisseau. On peut utiliser une stratégie sans stent pour essayer de limiter la durée de la bithérapie antiplaquettaire.
ce ne sont que des registres rétrospectifs. Il n'y a pas de données randomisées sur ça, mais dans ce registre de 172 patients, si on évaluait une mono-anti-agrégation plaquettaire versus une bithérapie, eh bien, on n'avait pas d'occlusion aiguë de vaisseau dans les 60 premiers jours. En conclusion, la revascularisation, je suis d'accord avec Bernard, elle doit être limitée aux indications classiques qui sont reconnues. Si les patients ont des symptômes, si les patients ont un ECG anormal, si on a une élévation des biomarqueurs cardiaques ou si on est à haut risque, et notamment les lésions du tronc commun. Ça doit être une décision qui est multidisciplinaire entre cardiologues, anesthésistes et chirurgiens, et notamment sur le timing de la chirurgie. Si on ne peut pas différer la chirurgie, alors je pense qu'il n'est pas bien de revasculariser le patient parce qu'on s'expose dans les 30 premiers jours à un risque de thrombose de stent. Et en cas de revascularisation, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de réduire au maximum le risque de thrombose de stent en discutant du timing de l'arrêt de la bithérapie, en faisant une angioplastie la plus simple possible, optimiser évidemment grâce à l'imagerie endocoronaire, en utilisant soit des stents étudiés avec une DAPT courte, soit éventuellement avec du ballon actif pour raccourcir la durée de bithérapie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, ça va être le moment de discuter un peu les stratégies. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. On a vu que finalement, vous étiez plutôt d'accord, que c'est plutôt bien la manière de faire globalement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Alors, on a une question justement sur le bilan préopératoire. Fallait-il faire un test préopératoire non invasif? Fallait-il faire une écho, une scintille d'effort? À partir du moment où on fait un test, ça veut dire que si ce test est positif, il va falloir après aller à la coronarographie. Et si la coronarographie montre des lésions, ça veut dire qu'on a envie de les revasculariser. Sinon, si on fait ça juste pour décorer le dossier, ça ne sert à rien. Donc, comme on n'a pas de preuve que ça a un intérêt de revasculariser un patient asymptomatique, il ne faut rien lui faire. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à risque. Donc il faut bien l'informer qu'il est à risque. Mais on n'est pas sûr que d'aller lui faire tout ce bazar et de le revasculariser, ça lui rende service. Et on a même des exemples de gens qui décèdent de la revascularisation prophylactique. Néanmoins, si je veux être un peu provocateur et reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, dans toute votre présentation, à un moment donné, vous avez évoqué l'étude CART où on parle d'éliminer quand même les troncs communs. Donc, du coup, est-ce qu'il ne faut pas faire une coro pour éliminer le tronc commun? D'abord, c'est une petite fraction de tous ces coronariens. Le pourcentage, il est inférieur à 10% dans les études qui ont été faites. Donc, c'est rare. Avoir un tronc commun et être asymptomatique, bien sûr, ça existe. Mais encore une fois, avoir un aléa thérapeutique quand on fait de la chirurgie lourde, c'est accepté par tout le monde. Bien sûr, c'est désespérant pour les gens qui l'ont pris en charge, mais si jamais il y a une litigation derrière avec la famille, voilà, ce sera un aléa et ce sera pris en charge par la communauté. Si en revanche, le patient décède à cause d'une revascularisation préopératoire injustifiée, là, c'est un gros problème. Et j'en ai quelques-uns en magasin en ce moment. Quid du scanner alors? Je vais aller un peu plus loin que Benoît. Tu nous as montré que le traitement médical était probablement bénéfique chez ces patients. Le problème est que ce patient-là, par exemple, si on n'a pas une imagerie, on ne saura pas s'il faut le bêta-bloquer, on ne saura pas s'il faut lui donner des traitements anti-ischémiques importants. Souvent, les patients vasculaires lourds comme celui qu'on a là, ils sont déjà suivis, ils ont déjà leur traitement. Alors, dans la pratique que j'ai, c'est peut-être parce que je suis dans un CHU et que je vois des patients qui sont référés après un grand parcours déjà, mais ils ont tous déjà le traitement. C'est très rare les gens qui sont vierges de tout traitement. Auquel cas, si la chirurgie n'est pas urgente, il faut effectivement le référer au cardiologue pour qu'on mette en place les traitements de base. J'aimerais savoir dans la salle un petit peu, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Bernard, mais malheureusement on est face à des équipes d'anesthésistes qui, sous le prétexte de mettre ceinture et bretelles,
nous demande, et ce cas-là, hein, c'est un cas vécu, et après, vous verrez la suite, mais vous l'imaginez la suite, c'est-à-dire que voilà, ils ont considéré que voilà, ce patient était à trop haut risque et qu'ils ne voulaient pas l'endormir, donc ils ne voulaient pas le réveiller. L'endormir, ce n'est pas un problème, c'est surtout le réveiller. Et moi, j'aimerais savoir, dans vos équipes, est-ce que vous êtes confrontés à cette même problématique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des anesthésistes qui freinent des cas de fer face à ces patients et qui vous demandent et qui mettent un ultimatum au patient, hein, parce qu'ils mettent un vrai ultimatum, non, ce patient, je ne l'endormirai pas. Alors, qui rencontre cette problématique? Voilà, ça, je suis quand même content, il y a quand même quelques mains qui se lèvent. Parce que finalement, c'est assez différent de dire je fais la choro pour voir, éliminer un tronc commun, éliminer une lésion catastrophique, que de dire je vais aller traiter une sténostérée de la marginale ou celle-là, je vais la laisser parce que du coup, j'en ai pas besoin dans ma chirurgie. En fait, est-ce que la question, elle n'est pas différente entre je fais la choro et je revascularise? À mon avis, ce serait aberrant de faire une choro juste, un examen juste pour décorer le dossier. Voilà, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux investir notre énergie et notre argent dans une bonne réanimation péropératoire. Moi, c'est ce que je me tue à expliquer aux anesthésistes. Les efforts, il faut les faire pendant l'opération. C'est là que le patient va être à risque et c'est là qu'il est votre boulot. C'est pas d'aller vous décharger en confiant le malade au cardiologue pour une exploration. C'est d'assumer le fait que vous êtes responsable de la perfusion des coronaires de ce patient pendant tout le temps de la chirurgie. Et quand c'est un anévrisme de l'aorte, ça peut être rock'n'roll. Donc, ils ont peur. Et c'est vrai. D'ailleurs, vous avez vu les mortalités de ces patients-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr avoir une artère pour avoir une pression instantanée. Il faut aussi avoir un monitorage du débit. Parce que le débit, il faut maintenir les apports liquidiens juste ce qu'il faut pour que le patient et un bon retour veineux, un bon débit cardiaque en permanence, et pas trop pour pas qu'il développe des œdèmes et de la congestion inutile qui va faire des complications post-op. Et ça, la seule façon de le faire, c'est d'avoir un monitorage du volume d'éjection systolique. Donc, on a des outils, il faut les utiliser. Je suis tout à fait d'accord. Michel, à la pitié? Alors, nous, c'est vrai que également on a ces problématiques avec les anesthésistes. Alors, de plus en plus, on arrive à se retrouver dans un juste milieu où on fait la choro, on leur dit il y a des lésions, l'angioplastie ne va pas améliorer le pronostic périopératoire, voire va nous exposer à des thromboses de stent. Mais c'est vrai que c'est des discussions qui sont hyper compliquées et difficiles. On parle des complications de l'angioplastie prophylactique, mais il y a aussi, chez des patients, on se retrouve dans un tout autre projet thérapeutique. C'est-à-dire on a un patient qui a une coronarographie en préopératoire avant une chirurgie rénale, une liste de transplantation, on lui découvre des lésions tritronculaires, on se retrouve à parler au chirurgien cardiaque et on part dans un délire. Donc mais ce message, il est rare chez les anesthésistes. Comment on l'explique? Est-ce que vous avez peur de la rupture de plaque périopératoire ou c'est le dommage myocardique périopératoire? Moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est s'il fait l'infarctus en post-op, vous inquiétez pas, on s'en occupera. Mais la rupture de plaque, déjà, il y a plein de fois où on la voit même pas à la choro, parce que la plaque, elle est pas forcément en relief. Ça, on n'y peut rien, parce que la chirurgie, ça va déclencher une réaction inflammatoire, et s'il y a une plaque sensible, elle va peut-être se casser. Par contre, les infarctus de type 2, les souffrances myocardiques par des inadéquations de perfusion par rapport aux besoins du myocarde, ça, là, on peut faire quelque chose. Et ce qu'on doit faire, nous, c'est assurer que la pression de perfusion coronaire soit en permanence maintenue et que le débit soit maintenu avec un transport en oxygène satisfaisant. Donc, il ne faut pas que l'hémoglobine tombe trop bas, il faut qu'elle soit bien saturée. Et ça, c'est du boulot de réanimation péropératoire qui peut être intensif, croyez-moi, quand c'est une chirurgie comme la chirurgie aortique. Parce que le message important, là, c'est que l'angioplastie ne va pas mitiger ce risque. Elle va éventuellement l'augmenter, retarder le traitement, mais là, on va se retrouver on se retrouve à faire autre chose que soigner le patient. Vous avez un rôle pédagogique, hein, c'est-à-dire qu'il faut provoquer une réunion multidisciplinaire avec le chirurgien, et puis je pense que c'est essentiel d'obtenir l'avis du malade. Il a besoin de comprendre que du fait qu'il a ces facteurs de risque, il est potentiellement coronarien, qu'il vient pour un geste, alors là c'est un anévrisme de l'aorte, mais j'ai déjà vu des gens avec une
qui avait une arthrose de hanche, qui avait tellement mal, qui me disait mais moi je m'en fous de mourir sur la table, ce que je veux c'est qu'on m'arrête mes douleurs de hanche. Donc je vous en supplie, opérez-moi parce que de l'hôpital d'où je viens, ils n'ont pas voulu parce que j'étais à risque. Mais bon, il faut assumer notre métier. Après, si les gens ils sont conscients des risques, si on a tout tracé, on essaie de leur rendre service, c'est tout. Finalement, entre cardiologues, on est plutôt d'accord, c'est plus les anesthésistes qu'il va falloir convaincre que... Ah mais c'est vrai, quand on a préparé cette session avec Benoît, c'est tourné autour de ça. On est face à une vraie problématique. Et des gens, parfois malheureusement, dogmatiques. Tu ne fais pas du tout partie. Je reconnais humblement, et moi-même je dois lutter dans mon propre service pour souvent expliquer aux gens que voilà, c'est pas parce qu'on aura fait passer le malade à la moulinette des cardiologues qu'il va être moins à risque. Et puis, il faut aussi que les anesthésistes assument que c'est eux les médecins du périopératoire et que oui, il y a une balance bénéfice-risque que eux connaissent bien. Et il y a des fois où c'est évident qu'on a besoin de passer le malade chez le cardiologue parce qu'il est symptomatique et que le principal problème, c'est d'aller s'occuper du cœur en premier, la prothèse de hanche viendra derrière. Mais s'il est asymptomatique, non. Alors là où c'est difficile, c'est quand le patient est incapable de faire des efforts, parce que là, on est dans un espèce de flou. Et là, encore une fois, je pense que c'est l'avis du patient qui compte et une décision multidisciplinaire. Merci pour cette discussion. Du coup, en fait, il faudrait qu'on vous invite à tous les congrès d'anesthésie pour dire ça à tous nos collègues pour qu'on ne soit plus ennuyés. Et en attendant, on va demander à Michel Zetouni de nous parler du traitement antiplaquettaire. Comment on fait en pratique chez le patient qui doit être opéré ou le patient qui est sous anticoagulant. Merci Michel. Bien, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est de refaire un peu le point sur ces trip thérapies et je vous remercie de l'invitation parce qu'il s'est passé des choses cette année intéressantes, notamment via les équipes françaises. L'idée est la suivante, c'est que la FA et la maladie coronaire, vous le savez, elles coexistent fréquemment et ça concerne environ 1 à 2 millions de personnes aux États-Unis et en Europe qui sont à la fois traitées pour une maladie coronaire et à la fois traitées pour de l'AFA. C'est 25% des patients en FA environ. Notre problème est le suivant. Chez le patient en FA, les anticoagulants font mieux que la DAPT pour prévenir l'AVC et l'accident cardio-embolique. Chez les patients avec des stents coronaires, la DAPT, par antiplaquettaire, fait mieux que les anticoagulants pour prévenir les événements ischémiques. Du coup, quand on a une FA et qu'on a un stent, on se retrouve avec une triple thérapie. Le problème de cette triple thérapie, c'est un risque hémorragique multiplié par 3. Et vous le voyez ici, lorsqu'on analyse l'effet des événements hémorragiques sur la mortalité, un événement hémorragique majeur est responsable d'une mortalité encore plus élevée qu'un réinfarctus ou un ré-AVC. On est vraiment sur des événements qui peuvent être cataclysmiques pour les patients et qui sont favorisés par les traitements que nous, on donne pour ces pathologies-là. En essayant de prévenir des événements, on en crée. Alors, on m'a posé cette question, que faire des antiagrégants plaquettaires chez le patient coronarien sous anticoagulant? Et je pense qu'il faut la diviser en plusieurs questions. La première question, quels antithrombotiques faut-il sacrifier? Eh bien, c'est l'aspirine qui a été sacrifiée très rapidement de ces triples thérapies. Et d'ailleurs, ça sera intéressant d'en parler avec notre anesthésiste. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé l'aspirine et pas le Plavix pour opérer les patients? Et pourquoi est-ce que vous opérez pas les patients sous Plavix? On pourra en discuter après, mais en tout cas, c'est l'aspirine qui a sauté avec l'étude Wust, avec Reduce PCI, avec Pioneer, Entrust et Augustus. Et évidemment, lorsqu'on fait un essai clinique pour montrer qu'on saigne moins, eh ben c'est facile si dans un bras il y a 2 antithrombotiques et dans l'autre il y a 3. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on n'a pas augmenté les événements ischémiques. Quand arrêter l'aspirine? Eh bien, on a des bonnes études maintenant avec les AOD et elles sont divisées en 2 types d'études. C'est les études où il y avait que de l'angioplastie stable comme Pioneer et là on pouvait arrêter l'aspirine au bout de 72 heures. Et il y a les études où il y a des infarctus dedans qui reflètent un peu plus la vraie vie. Et cette fois-ci, on attendait dans ces études 6 jours. C'est ce qui colle à peu près avec les guidelines et la pratique actuelle.
Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir arrêter l'aspirine aussitôt? Et est-ce que vous êtes vraiment sûr que le clopidogrel, il suffit lorsqu'on a une lésion thrombotique du tronc ou un infarctus antérieur massif? Des fois, ça fait un peu bizarre d'écrire sur la prescription ou l'ordonnance de sortie arrêt de l'aspirine au bout d'une semaine. Et là, il y a une vraie réflexion sur la triple thérapie jusqu'à 1 mois. Est-ce qu'il y a encore sa place? Et sur même une DAPT forte par aspirine Tika ou aspirine Prasu. Et on met de côté l'anticoagulant pendant 1 mois. Et ça sera l'étude VEUS 3 qui nous en parlera, avec un régime de DAPT forte qui sera ensuite remplacé par du clopi et un AOD au bout d'1 mois. C'est-à-dire qu'on sacrifie le risque thromboembolique pendant 1 mois pour privilégier le risque de la protection coronaire. Quand arrêter le dernier antiplaquettaire? Et donc là, vous avez tous suivi le SC. Le dernier antiplaquettaire, c'est souvent le clopidogrel. En 2019, on avait une étude de non-infériorité à Fire sur une population asiatique. C'était une population où on avait testé le rivaroxaban seul contre le rivaroxaban plus aspirine chez des patients qui étaient stables depuis 1 an avec une maladie coronaire stable, non-infériorité en ouvert. Et il y a eu donc l'étude du groupe aquatique présenté par Martine Gillard à l'ESC. Et vous avez eu là une étude en double aveugle avec placebo dans lequel je comparais la poursuite de l'aspirine à l'arrêt de l'aspirine, à un placebo, et en 6 mois post-PCI, et c'était un essai de différence en double aveugle. Et ce qui est très intéressant dans aquatique, c'est qu'on a 72% des patients qui ont fait un infarctus, donc qui sont graves. On a tous les régimes d'anticoagulants présents dans la nature, en particulier la pixaban, rivaroxaban, mais aussi les AVK. On avait des placebos pour comparer avec l'aspirine. Et ici, on voit que la stratégie où on met de l'aspirine en plus d'un anticoagulant, elle est mauvaise. On multiplie les saignements par 3, on augmente la mortalité, on augmente l'ischémie. Et donc aujourd'hui, on a une véritable réponse à quand dropper le dernier antiplaquettaire pour rester sous anticoagulant seul. La réponse, c'est 6 mois. Alors maintenant, vous savez, ce truc de Instagram contre la vraie vie, il y a aussi essai randomisé contre la vraie vie. Qu'est-ce que je fais avec mon patient qui a un stent, une FA, et qui est uniquement sous AOD? Il va avoir une chirurgie programmée, il va avoir la chirurgie urgente, il va avoir la coloscopie, la fibroscopie, la biopsie, le geste dentaire, il va saigner. Et donc là, mesdames et messieurs, eh bien, c'est le retour du Jedi. C'est la reprise de l'aspirine. Ce patient qui était sous AOD seul avec son stent et sa FA, eh bien, actuellement, et on pourra en discuter avec notre collègue anesthésiste, on ne peut l'opérer que sous aspirine. Donc, on arrête l'AOD, on reprend l'aspirine. On a des stratégies de relais, mais elles sont peu évaluées chez le patient coronarien. Chez le patient qui a la FA seule sans la maladie coronaire, on sait qu'il faut faire une mise sous HBPM simple, sans relais, ou bien même un arrêt de l'AOD, opérer le patient et reprendre l'AOD quand le risque chirurgical le permet. Mais actuellement, chez le patient coronarien sous anticoagulant, à part reprendre l'aspirine, on n'a pas beaucoup d'options. Il y aura peut-être de la place pour la fermeture de l'auricule gauche. On sait que dans certaines équipes et de plus en plus aux États-Unis, le patient coronarien qui fait de la FA, qui va avoir des chirurgies successives parce qu'il est porteur d'une pathologie chronique, on va privilégier la fermeture d'auricule gauche pour pouvoir le laisser uniquement sous aspirine. Mais actuellement, on n'a pas de data pour ça. Alors, quel message retenir? Eh bien, la tripthérapie la plus courte possible, mais adaptée au contexte. Et vous avez ici les guidelines qui sont très clairs. Dans le SCA à très haut risque, on a la possibilité d'une DAPT forte sans AOD qui est en train d'être évaluée avec VEUS 3. Au bout de 6 mois, 1 an, AOD seul. Mais alors, la gestion préchirurgicale ou le saignement, pour l'instant, soit on arrête l'AOD parce que le saignement est très grave et la chirurgie fait énormément saigner, et on se passera de la prévention du risque de thrombose coronaire et le patient sera opéré et on pourra reprendre l'AOD ou l'HBPN ou l'aspirine à distance, ou c'est une chirurgie programmée. Et si vous voulez couvrir le risque ischémique, on est quand même plus enclin à mettre de l'aspirine pour ces patients. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Michel. Du coup, pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y a une question déjà finalement qui a été posée par Michel à Bernard Chollet. C'est est-ce qu'on a vraiment des données finalement récentes pour dire qu'on ne peut pas opérer les patients avec du clopidogrel seul? On a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu ancien. Est-ce qu'avec les stratégies d'anesthésie de chirurgie récentes, d'hémostase récente, c'est toujours vraiment valable finalement? Alors, je sais pas, le spécialiste des antiagrégants plaquettaires, c'est ma collègue Anne Gaudier qui est vraiment au fait de tout là-dessus. Mais c'est sûr que nos recommandations à nous, c'est de ne pas opérer les gens sous inhibiteur de P2Y12 parce que les saignements périopératoires vont être nettement majorés et comme l'a signalé Michael, c'est une catastrophe sur le pronostic des patients. Donc c'est très grave le saignement qu'on ne contrôle pas. Donc on préfère, nous, on endormira volontiers des patients sous aspirine, sauf pour la neurochirurgie, sauf pour la chirurgie de la chambre antérieure de l'œil, mais pour quasiment tout le reste, à quelques exceptions près, les chirurgiens acceptent, quand le risque ischémique est majeur, d'opérer les patients sous aspirine. Voilà. Donc l'antiagrégant qu'on tolère pour l'intervention en dehors du contexte d'urgence, bien sûr, parce que quand il y a une urgence, il y a une urgence, on fait avec ce qu'on a, c'est juste l'aspirine. Michel, merci. Est-ce que parmi les AOD, est-ce qu'il y a une différence qui serait un petit peu plus favorable pour le coronarien, privilégiant l'un des trois? Actuellement, on a 3 essais cliniques dans les 3 indications qui montrent des résultats équivalents. Là, à ma connaissance, je ne vois pas de différence entre les 3 AOD. Hein, on a une question de la salle, sur le chat. Tu as parlé d'aquatique. Tu nous as montré en fait que dans le bras NACO plus aspirine, finalement, on a une augmentation du risque ischémique, une augmentation des événements ischémiques. Et la question, c'est comment on peut l'expliquer? Alors, c'est une question hyper intéressante et c'est une question que je me suis posée. On a aussi l'effet sur la mortalité. Mais quand le patient saigne, on est obligé de tout arrêter. Donc, une fois qu'on arrête tout et que le patient saigne et qu'il vient en réa et qu'il commence à avoir du CIRS, eh ben, ils font aussi plus d'événements ischémiques. C'est la raison qu'on invoque le plus souvent. Hein, ça s'appelle une lose-lose situation. Double peine, quoi. C'est la double peine. Lose-lose. Eric, tu as un commentaire à faire sur à la fois la gestion préopératoire et puis le post-opératoire? Non, mais en fait, encore une fois, même sur des choses très très basiques, hein, je reviens sur le sujet des anticoagulants, des patients simplement sous anticoagulants et qui vont avoir une chirurgie, c'est tout le fantasme du relais des anticoagulants, ou voire même encore du relais de l'aspirine par les anticoagulants. Donc en fait, il y a encore, le plus souvent, ces problématiques de relais successifs que l'on fait font que le patient il est jamais bien, c'est-à-dire qu'il est soit sous-traité, soit surtraité lorsqu'on fait ces chevauchements. Et les stratégies les plus simples sont souvent, encore une fois, les plus efficaces, d'aller vers une approche, en tout cas pour les anticoagulants, assez simple, d'arrêt simple, sans relais, et pour voilà, et ne pas considérer non plus, encore une fois, comme c'est encore un peu fait, les anticoagulants comme un substitut aux antigrands plaquettaires. J'ai une dernière question peut-être pour Michel. Tu l'as peut-être par modestie pas évoqué, mais est-ce qu'il y a encore une place dans toutes ces stratégies, une place pour l'évaluation de la fonction plaquettaire? On a vu que les tests de fonction plaquettaire c'était mauvais, on ne va pas revenir sur toute la littérature. Je sais que tu travailles beaucoup sur la partie génétique de l'évaluation plaquettaire. Est-ce que ça va nous aider chez le patient qui doit être opéré ou chez le patient qui a anticoagulé? Bon, déjà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Hein. C'est Jean-Philippe Collet et Gilles Montalesco qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors, en neurologie, ils l'utilisent. Hein. Chez nous, en neurologie, ils ont repris cette thématique des tests de fonction plaquettaire avant d'aller opérer les patients pour choisir le sweet spot chez le patient qui a eu le SCA, le saignement. Je ne pense pas en routine que ça va nous aider. Je pense qu'en effet, il faut simplifier au maximum. Moi, la vraie question que je me pose, si on pouvait revenir à 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière, c'est mais pourquoi vous avez arrêté l'aspirine et pas le clopi? Voilà. On a une question sur le chat de la place du cangrelor.
Alors, demain, il va y avoir une session dédiée, hein, donc, si vous voulez, au studio à 11h, où justement Anne Gaudier va nous proposer la solution du cangrelor. Mais Michel, toi, à la Pitié, vous avez une grosse expérience de cette molécule. Quel est ton avis ? Le cangrelor, pour l'arrêt cardiaque, pour le choc, pour le patient intubé ventilé, pour l'angioplastie complexe qu'on souhaite faire ad hoc, je pense que pour le relais, là, chez le patient qui a l'AFA, ça n'a pas de... Voilà, il y a pas de place. C'est pas un substitut d'anticoagulant. Voilà. Et chez le patient qui vient d'être stenté. Et chez le patient qui vient d'être stenté, ça va nous rendre service chez le patient qu'on l'a stenté. Je veux dire, c'est des situations catastrophiques. C'est-à-dire, c'est le patient qu'on a stenté, on s'est rendu compte qu'il saignait dans la tête, qu'il avait une tumeur, qu'il avait et là, le cangrelor va pas avoir un effet magique. Ça va protéger un peu peut-être notre conscience et tout, mais sincèrement, quand le patient saigne beaucoup dans la tête, peut-être que la solution, c'est d'être le plus simple possible et d'arrêter et de voir ce qui se passe, quitte à le reprendre au CAT en urgence après. Complètement d'accord. Merci pour ces échanges. Du coup, on va finir notre session en voyant ce que Jacques a fait pour ce patient, enfin ce qu'on l'a peut-être obligé de faire pour ce patient. Alors, effectivement, les anesthésistes, ils n'ont pas voulu endormir ce patient. Donc, ils ont dit, il est hors de question pour plusieurs raisons, parce que j'ai quand même essayé de parlementer, mais ils m'ont dit, tu as vu, à l'électrocardiogramme, il y a des ondes T qui sont plates, elles n'existaient pas avant. Puis le patient, il est quand même dyspnéique. Et puis, c'est une grosse chirurgie, on va clamper l'aorte, parce qu'il y a une réimplantation des rénales. Donc non, on ne l'endormira pas. Donc, je me suis résolu à effectivement le revasculariser un peu contre mon gré, avec donc un environnement procédural. Je n'ai pas interrompu l'hélicis, qui était quand même à très haut risque ischémique sur le plan de sa FA. On l'a mis sous cardégique la veille, 300 mg de clopidogrel la veille. Petite dose d'héparine non fractionnée, 58 kg. La procédure était faite par radiale droite, une prédilatation sur les 2 sites. Voilà, je vous rappelle un petit peu les lésions. J'ai pas fait d'imagerie et par contre, effectivement, je lui ai mis un stent un petit peu particulier qui est pas encore très connu, qui est le stent HT Suprême, qui est un stent pour lequel c'est du chrome cobalt, donc ça c'est du grand classique, c'est du sirolimus, mais par contre la couche polymérique est très particulière parce qu'elle est issue du savoir grenoblois, à savoir un électrogreffage qui permet effectivement un relargage de la molécule pile poil entre 20 et 28 jours, et la molécule de sirolimus diminue. Donc on a l'effet antiprolifératif, mais on a un effet de cicatrisation qui est accéléré grâce à cette décroissance très rapide de la drogue immunoproliférative. Ensuite, le patient est sorti à J1 sous la trithérapie. On a fait 1 semaine de trithérapie. On a arrêté le clopidogrel, il a été opéré à J3 et une reprise de la trithérapie à J1 pour 3 semaines. Et puis après, hélicis clopidogrel pour 1 an. On n'avait pas encore les résultats effectivement d'aquatique, et j'ai toujours beaucoup de mal à laisser un coronarien qui a été revascularisé avec uniquement un AOD, parce que quelque part dans ma tête, le mécanisme de l'anticoagulation seul ne me satisfait pas vis-à-vis de l'antiagrégation plaquettaire, mais ça aussi c'est un autre débat. Et voilà. Merci Jacques. Du coup, on va conclure la session. Pour conclure, je vais dire quelques mots de synthèse. Donc déjà, on a vu qu'il y avait plutôt pas trop de place à la coronarographie préopératoire, en tout cas très très peu de place à la revascularisation. On a vu aussi que si vous aviez des problèmes dans vos équipes locales, donc vous pouvez noter le numéro de Bernard Chollet, c'est le 0607, vous n'hésitez pas à l'appeler, il viendra vous aider à faire des staffs. Vraiment, c'est important de faire de la pédagogie, on l'a vu, hein, c'est essentiel. On a vu que si on devait quand même revasculariser le malade, parce qu'il y a une lésion menaçante de l'IVA par exemple, avant une chirurgie, il faut essayer de s'entourer de procédures un peu adaptées, ça veut dire une procédure simple avec l'utilisation d'imagerie endocoronaire quand on le peut, des plateformes dédiées. On a vu les différents stents qui peuvent avoir donc des données pour les patients au risque hémorragique. Éventuellement des stratégies de ballon actif, peut-être en étant très peu agressif pour éviter la dissection qui nous amènerait à amener un stent. Et dans un timing qu'on essaye de faire avec une chirurgie d'au moins, au moins 1 mois de double antiagression plaquettaire pour limiter la thrombose de stent.
Et on a vu ensuite que sur les stratégies donc de anticoagulants associés aux antiplaquettaires chez les patients qui sont coronariés en FA, que globalement, on avait plusieurs stratégies. Les messages principaux récents, c'est de dire qu'à partir de 6 mois, on peut garder un AOD seul, à la réserve près, avec le commentaire que vient de faire Jacques, que parfois, chez des patients qui sont multitronculaires, qui ont déjà eu des événements ischémiques récurrents, qui vont avoir un stent sur le tronc commun ou un résultat qu'on ne connaît pas bon, peut-être qu'il reste une place pour ces patients associés les deux. Mais de manière générale, on va faire un anticoagulant seul au bout de 6 mois. Que si on a un patient qui est sous anticoagulant, qui doit avoir une chirurgie, on va faire un relais par aspirine seul. Et enfin, que dans le syndrome coronaire aigu, chez le patient qui a FA et maladie coronaire, au lieu de faire la triple thérapie, il y a une place à faire une bithérapie puissante avec du ticagrelor et du prasugrel pendant 1 mois, puis après un relais classique avec l'AOD et le clopidogrel. Voilà pour les messages principaux. Merci encore pour votre présence aujourd'hui et pour les échanges qu'on a pu avoir. Et n'oubliez pas que c'est pas tout à fait fini. Il y a encore un live qui va s'enchaîner de Marseille sur un live de simulation de complications, ce qui est toujours intéressant. Et pour en savoir un petit peu plus demain, au studio à 11h sur le HBR et sur l'utilisation du stent HT Suprême. Merci à tous.